Mer des Philippines, octobre 1944. Un officier de marine japonais lève ses jumelles, ses mains tremblent. À l'horizon, 4 formes massives, des cuirassés américains classe Iowa. Il calcule la distance, 23 miles, bien au-delà de la portée de ses propres canons. Nous sommes en sécurité, dit-il à son capitaine. Ils ne peuvent pas nous atteindre de là-bas. Le capitaine acquiesce. 23 miles. Aucun canon naval dans l'histoire ne pouvait tirer aussi loin avec précision. Puis l'horizon explose. D'énormes éclairs orange. Le tonnerre roule sur l'eau. L'officier compte. 1, 2, 3, 40 secondes. C'est le temps que cela prend. Puis l'océan autour de son navire explose. Des geysers d'eau de 200 pieds de haut, des colonnes de pulvérisation blanche qui écrasent son vaisseau. L'officier laisse tomber ses jumelles, sa voix à peine un murmure. Quel genre de canon est-ce? Le cuirassé de classe Iowa. Le navire de guerre le plus puissant que l'Amérique ait jamais construit. 687 pieds de long, 57 000 tonnes d'acier, équipage de 2700 hommes. Mais rien de tout cela n'importait aux Japonais. Ce qui les terrifiait, ce qui empêchait les amiraux japonais de dormir la nuit, c'était les canons. 9 canons navals de 16 pouces, chaque canon de 66 pieds de long, chaque obus pesant 2700 livres d'explosifs puissants. Et la portée, 24 miles. 24 miles de tir précis et dévastateur. La marine japonaise n'avait rien qui puisse rivaliser avec cela. Rien même de proche. Parlons de ce qui rendait ces canons impossibles. Premièrement, les obus. 2700 livres, c'est le poids d'une petite voiture. Des projectiles perforants qui pouvaient traverser 18 pouces de plaques d'acier. Le propulseur. 660 livres de poudre par obus. Quand un Iowa tirait une bordée complète, 9 canons à la fois, le navire tanguait latéralement, se déplaçait de plusieurs pieds dans l'eau rien qu'à cause du recul. Les marins sous le pont disaient qu'on avait l'impression que le navire avait heurté un récif. Mais la vraie innovation, c'était la portée. Voici le problème avec l'artillerie navale. La distance. À 10 miles, vous pouvez voir votre cible, ajuster le tir, toucher ce que vous visez. À 20 miles, vous tirez par-dessus l'horizon. Vous ne pouvez pas voir votre cible. Vous lancez des obus en arc élevé, espérant qu'ils atterrissent quelque part proche. Toutes les marines du monde luttaient avec cela. Longue portée signifiait imprécision. Mais les ingénieurs navals américains avaient développé quelque chose de révolutionnaire. Le système de contrôle de tir Mark 38, des ordinateurs analogiques, des calculateurs mécaniques qui prenaient tout en compte. Vitesse du navire, vitesse de la cible, direction du vent, vitesse du vent, température de l'air, rotation de la Terre, même l'usure des canons des tirs précédents. Le système calculait la solution de tir et les canons touchaient des cibles que l'équipage ne pouvait même pas voir. Le renseignement japonais connaissait les systèmes de contrôle de tir. Ils avaient capturé des documents, les avaient étudiés. Leur conclusion ? Impossible. Ce niveau de précision à portée extrême viole les lois de la guerre navale. Ils étaient sur le point d'apprendre, freshly, emotionally, que les ingénieurs américains ne se souciaient pas de leurs lois. 24 octobre 1944. Bataille du golfe de Leyte. La plus grande bataille navale de l'histoire. 200 navires, des milliers d'avions. Le sort des Philippines. La flotte combinée japonaise fait un pari désespéré. Se diviser en 3 groupes, attaquer la force de débarquement américaine de plusieurs directions. L'amiral Kurita commande les forces centrales. 4 cuirassés, 8 croiseurs, des dizaines de destroyers. Sa mission ? Percer, détruire les transports américains vulnérables et les escortes qui se dressent sur son chemin. 2 cuirassés américains. USS Iowa, USS New Jersey. Kurita étudie ses rapports de renseignement. Les navires de classe Iowa sont rapides, bien blindés, dangereux de près. Mais Kurita a un plan. Sa flotte engagera à portée maximale, utilisera la supériorité numérique, les submergera. Son navire amiral, le cuirassé Yamato, porte des canons de 18 pouces, plus gros que tout ce que les Américains ont. Kurita croit avoir l'avantage. Il a tort. La bataille commence à l'aube. La flotte de Kurita avance, confiante. Puis à 22 miles, l'Iowa ouvre le feu. La flotte japonaise regarde l'horizon s'illuminer. Et puis ils attendent. 40 secondes, les obus sont en vol. Le navire amiral de Kurita tremble. Quasi-coup au but. Un geyser massif éclate à 50 yards de la proue bâbord. Puis un autre. Et un autre. À 22 miles, les Américains encadrent son navire amiral. Kurita ne peut pas y croire. Ses propres canons, les puissants canons de 18 pouces du Yamato, ont une portée effective maximale de 26 miles. Mais à cette distance, ils ont de la chance de toucher l'océan dans le bon hémisphère. Les Américains, eux, placent des obus à 50 yards de son navire, de l'autre côté de l'horizon. Kurita prend une décision qui le hantera pour toujours. Il ordonne la retraite. Toute la force centrale, 4 cuirassés, 8 croiseurs, tous se détournent, fuyant 2 cuirassés américains. Ces officiers protestent et sont supérieurs en nombre à l'ennemi. Ils ont la puissance de feu. Kurita secoue la tête, pointe vers un autre geyser, celui-ci à 30 yards. Ils peuvent me toucher.
Nous ne pouvons pas les toucher. Nous naviguons vers un massacre. La retraite sauve sa flotte, mais elle coûte au Japon la bataille et la guerre dans le Pacifique. Tout cela à cause de canons qui pouvaient atteindre plus loin qu'il ne semblait possible. Mais le golfe de Leyte n'était pas la seule fois où les canons de l'Iowa terrifiaient les Japonais. Île Marshall, février 1944. Batteries côtières japonaises. Bunkers en béton fortement fortifiés, positions d'artillerie creusées dans le roc corallien. Les Marines américains ont besoin que ces positions soient détruites avant le débarquement. L'Iowa est assigné au devoir de bombardement côtier. Les artilleurs japonais regardent le cuirassé massif s'approcher. Ils ne s'inquiètent pas. Leurs bunkers peuvent résister à n'importe quoi. Leur béton fait 3 pieds d'épaisseur, renforcé, construit par des ingénieurs allemands avant la guerre. L'Iowa s'arrête à 18 miles au large, bien au-delà de la portée des batteries côtières. Le commandant japonais sourit. Ils ne peuvent pas nous toucher de là-bas. La batterie principale de l'Iowa tourne, s'élève. Les canons massifs pointent vers le ciel, puis tirent. Le commandant japonais regarde à travers son périscope. Rien. Ciel clair. Pas d'obus entrant. Il vérifie sa montre. Tronsgurm 40. Toujours rien. Puis, le premier bunker explose. Pas endommagé, pas fissuré, désintégré. Un obus perforant de 2700 livres, arrivant à vitesse terminale, traverse 3 pieds de béton armé comme du papier de soie. Le bunker et tous ceux à l'intérieur cessent simplement d'exister. Le commandant fixe. Ce bunker était à 2 miles à l'intérieur des terres. Le cuirassé est à 18 miles au large. Cela signifie que l'obus a parcouru 20 miles, a touché une cible stationnaire, a pénétré 3 pieds de béton. Impossible. Murmure-t-il. Puis, le deuxième bunker explose. Puis le troisième, l'un après l'autre. Méthodique, précis, imparable. Les batteries côtières japonaises ne peuvent pas riposter. L'Iowa est au-delà de leur portée. Ils ne peuvent que regarder et mourir. Les survivants du bombardement furent trouvés des jours plus tard, choqués, traumatisés. Les interrogateurs américains leur ont posé des questions sur les défenses, pourquoi ils n'avaient pas combattu plus dur. Un prisonnier a simplement ri. Un son creux et brisé. Se battre ? Se battre contre quoi ? Nous n'avons même jamais vu le navire, juste des explosions de nulle part. Nos bunkers, nos canons, nos munitions, tout a simplement disparu. Il fit une pause, regarda l'interrogateur. Quel genre de canon peut faire ça ? L'impact psychologique fut dévastateur. La doctrine navale japonaise était construite autour du cuirassé. L'engagement décisif de la flotte, navire contre navire, canon contre canon. Le Yamato, le Musashi, les plus grands cuirassés jamais construits, plus grands qu'Iowa, plus lourdement blindés, canon plus gros. Mais ils ne pouvaient pas toucher ce qu'ils ne pouvaient pas atteindre. Et la classe Iowa, elle, pouvait tout atteindre. Les amiraux japonais commencèrent à éviter l'engagement. Pourquoi risquer votre flotte contre un ennemi qui peut vous frapper d'au-delà de la portée de vos propres canons ? Ce n'était pas de la lâcheté, c'était des mathématiques. Vous ne pouvez pas gagner un combat où l'ennemi peut vous blesser. Mais vous ne pouvez pas le blesser en retour. Les cuirassés de classe Iowa créèrent une bulle de contrôle de 24 miles dans toutes les directions. Entrez dans cette bulle, vous mourrez. Restez dehors. Vous êtes sans importance. Les Japonais l'appelaient la zone de la mort. Les marins américains avaient un terme plus simple. Portée effective maximale. Mais voici ce qui est vraiment remarquable. La portée n'était même pas la partie la plus impressionnante. C'était la cohérence. L'Iowa pouvait tirer ses canons jour après jour, semaine après semaine, sans perdre de précision. Les canons à longue portée des autres marines s'usaient. Les canons se dégradaient. La précision chutait après quelques centaines de coups. Les canons de 16 pouces de l'Iowa, chaque canon était bon pour 300 coups à pleine charge, et il pouvait être remplacé en mer si nécessaire. Le navire transportait des canons de rechange, une forteresse flottante qui pouvait maintenir son pouvoir meurtrier indéfiniment. Le renseignement japonais analysa cela, essaya de comprendre comment. Leurs métallurgistes étudièrent les fragments d'obus capturés, examinèrent la composition. Les Américains utilisaient des alliages d'acier avancés, des techniques que les Japonais ne pouvaient pas reproduire. Mais plus que cela, les Américains avaient la fabrication. Les Japonais pouvaient construire un cuirassé un à la fois, lentement, soigneusement. L'Amérique construisit 4 cuirassés de classe Iowa en moins de temps qu'il n'en fallut au Japon pour construire un Yamato. Et la classe Iowa était plus rapide, plus fiable, plus précise. Guerre industrielle. La vraie super arme de l'Amérique n'était pas la bombe atomique. C'était la capacité de construire n'importe quoi, mieux que quiconque, et de le construire plus rapidement. Mars 1945, Okinawa. La dernière grande campagne navale de la guerre. Les Japonais font un dernier pari désespéré. Opération Tengo. Envoyer le Yamato, la fierté de la flotte, en mission suicide, aller simple. Pas de couverture aérienne, à peine assez de carburant pour atteindre Okinawa. Le plan ? Échouer le navire, l'utiliser comme forteresse insubmersible, laisser l'équipage mourir en le défendant. Le renseignement américain apprend le plan, envoie des porte-avions pour intercepter, mais il positionne également l'Iowa et d'autres cuirassés au cas où le Yamato percerait. Les équipes de canons de l'Iowa se préparent. Ils ont entendu des histoires sur le Yamato,
le plus grand cuirassé du monde. Canon de 18 pouces, blindage qu'aucune torpille ne peut pénétrer. Mais ils ne s'inquiètent pas, parce qu'ils ont fait les calculs. À 20 miles, les obus du Yamato tomberaient sous un angle raide. Blindage supérieur. Le pont de l'Iowa est bien protégé. Mais les obus de l'Iowa à cette portée arriveraient selon une trajectoire plus plate. Blindage latéral, où le Yamato est vulnérable. L'engagement qui aurait décidé quel navire était supérieur n'arrive jamais. Les avions américains trouvent le Yamato en premier, le coulent avec des torpilles et des bombes avant qu'ils ne puissent atteindre la flotte américaine. Certains historiens disent que c'est une chance que l'Iowa n'ait jamais eu à affronter le Yamato dans un duel d'artillerie. Mais les officiers de contrôle de tir américains ne sont pas d'accord. « Nous aurions gagné », dit un officier des années plus tard. Le Yamato avait de plus gros canons, un blindage plus lourd, mais nous pouvions frapper de plus loin, et nous aurions frappé en premier. Dans le combat naval, le premier coup gagne toujours. Le Yamato coula sans tirer un seul coup sur un cuirassé américain. L'Iowa servit pendant la Seconde Guerre mondiale, la Corée, le Vietnam, la guerre du Golfe. 60 ans de service parce qu'aucun ennemi ne pouvait égaler quel genre de canon est-ce. Aujourd'hui, l'USS Iowa est un musée à Los Angeles. Vous pouvez le visiter, marcher sur les ponts, vous tenir à côté de ces canons massifs de 16 pouces, toucher les canons, acier froid, silencieux maintenant, mais regardez attentivement. Vous pouvez encore voir les marques d'usure, les cicatrices de centaines de coups tirés en colère. Chaque canon, un témoignage de l'ingénierie américaine, aux hommes qui les ont conçus, construits, tirés, et aux marins japonais qui les ont affrontés et ont appris ce que signifie la vraie portée. Les cuirassés de classe Iowa ne furent jamais vaincus au combat, jamais même endommagés par le tir ennemi, car aucun ennemi ne pouvait s'approcher assez pour les blesser avant que ces canons ne tendent la main et ne les touchent en premier. 24 miles. C'est jusqu'où ces canons pouvaient tuer, mais la portée psychologique atteignait beaucoup plus loin. Chaque officier naval japonais qui étudiait la classe Iowa, chaque amiral qui planifiait des opérations devait tenir compte de ces canons, devait se demander: pouvons-nous nous approcher assez pour combattre, ou mourrons-nous avant même de les voir? Habituellement, la réponse était la seconde. C'est le pouvoir de la supériorité technologique écrasante. Elle ne gagne pas seulement des batailles, elle gagne des batailles sans les combattre. Si vous voulez entendre parler de la torpille folle qui pouvait couler un cuirassé en un seul coup, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous avez appris quelque chose de nouveau sur la guerre navale de la Seconde Guerre mondiale, appuyez sur ce bouton d'abonnement, car il y a plus d'histoires comme celle-ci. Des histoires d'armes qui ont tout changé. C'était l'histoire du canon qui a fait demander à la marine japonaise quel genre de canon est-ce. Le genre qui pouvait atteindre plus loin, frapper plus fort et gagner des guerres de l'autre côté de l'horizon.